À la une ce soir, les dernières heures de la crèche Bambinous Palace de Bemao. Le propriétaire a demandé la liquidation judiciaire. Le jugement sera prononcé le 28 février prochain. Que deviendront les salariés? Le reportage et les explications de l'avocate des salariés, Maître Massingo, qui est notre invité. Mauvais temps pour les pêcheurs. La météo peu clémente immobilise une nouvelle fois leur bateau. Nous nous sommes rendus dans une commune de pêcheurs pour voir comment s'en sortent ces professionnels de la mer. Et rencontre ce soir avec Thierry Jolet. Grâce au soutien de la collectivité régionale, ce jeune Guadeloupéen voit sa carrière de pilote décoller. Un accompagnement soutenu dans le domaine de la formation de pilote et plus largement au métier de l'aéronautique ouvert aux jeunes Guadeloupéens. Du talent, il n'en manque pas au point de partager son génie. Le plasticien Ronald Cyril, plus connu sous le nom de Blackbird, est en résidence à l'habitation Laramée à Sainte-Rose. Il a offert au public un cours particulier. Nous y étions aussi. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Aujourd'hui, parents, enfants et salariés de la crèche Bambinous Palace de Bemao ont été fixés sur leur sort. Le propriétaire a demandé la liquidation judiciaire de la structure. La période d'observation prévue par le redressement judiciaire n'a pas permis de trouver de solution. Le jugement définitif, qui devrait être prononcé le 28 février prochain, ne laisse aucune place au doute. Il n'y a aucun espoir de sauver cette structure. Reportage Anne-Elisabeth Artsen. Créée en 1991 et considérée comme la plus grande crèche de notre département, Bambinous Palace accueillait jusqu'alors 160 enfants et employait une quarantaine de salariés. De toutes les façons, on n'a pas le choix que de la prendre. On va se retrouver au chômage, peu importe que ça soit demain, après-demain, c'est dans quelques jours, c'est le 28. La gestion, c'est vrai qu'il y a eu des petits problèmes de gestion, donc je pense que ça aurait pu être évité s'ils avaient bien pris le problème depuis le début. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème depuis en 2014, eh bien, on gère le problème depuis 2014. On n'attend pas la mort pour pouvoir essayer de sauver quelque chose, non, on n'attend pas que l'impossible. On essaie de faire quelque chose avant. Il y avait un débat contradictoire sur la situation de la structure. Le tribunal a mis en délibéré. L'administrateur judiciaire a requis une conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le juge se prononcera le 28. Nous serons fixés. La situation est effectivement compromise. Aujourd'hui, on n'a pas les subventions qui étaient attendues. On n'a pas l'avance attendue de la CAF. Aujourd'hui, on n'a pas de fonds pour garantir une continuité de l'activité sereine. Donc les dirigeants, tout comme l'administrateur, ont considéré devant le tribunal qu'il fallait aujourd'hui arrêter une activité déficitaire. Pour le syndicat UTAS-UGTG, cette décision était prévisible. Il envisage d'ores et déjà de poursuivre son action en faveur des salariés. Là, ça, nous déjà connaissons, nous déjà savons qu'il a été fait comme ça. Nous apprenons devant un service à département à travers DLA, qui c'est en structure qui a accompagné les entreprises qui du secteur économique, qui du secteur de services. Aussi là, il y a un rendez-vous prochainement avec ces menaces pour qu'ils puissent définir ensemble projet professionnel à eux, soit sous forme de MAM, soit sous forme d'assistante sociale, soit sous forme de micro-crèche. Aussi, le département j'ai apparu pour accompagner eux. Ça peut être un bilan qui est positif, mais sur le plan judiciaire, effectivement, nous pouvons rester là avec la famille Gabali, qui effectivement opère un véritable gabégie à ce secteur social et singulièrement à la petite enfance. La liquidation judiciaire décidée par le tribunal de commerce non seulement met fin à l'activité de l'entreprise sans délai, mais a aussi pour objectif de vendre les actifs de la société pour désintéresser les créanciers. Cependant, les familles victimes de cette décision ont jusqu'au 28 février pour trouver une solution pour leurs enfants. Et nous avons souhaité connaître vos avis sur le sujet. Quel regard portez-vous sur ces fermetures de crèches en série? Anne-Elisabeth Artsen est allée à votre rencontre. On vous écoute. Forcément, c'est dommage et c'est source d'inquiétude, je pense, pour les parents parce que c'est toujours rassurant de savoir que les enfants sont gardés en crèche et étant maman de 2 enfants qui sont allés en crèche, je comprends l'inquiétude des parents. C'est vrai que c'est dommage pour les parents et pour leur organisation, mais c'est peut-être aussi une occasion de repenser l'organisation des familles, de repenser comment
le fait de déposer son enfant, comment on va s'en occuper et de mieux se concentrer sur l'avenir. C'est déjà tellement difficile pour les familles, vraiment, et d'autant plus de retrouver dans des situations encore plus graves comme ça. Donc je pense qu'il faudrait plus réfléchir et trouver des solutions. Il y a des solutions à tout en fait. Surtout que c'est une mauvaise chose pour les parents surtout, parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir des gens pour garder les enfants. Et aussi surtout pour les employés, parce qu'en ce moment c'est un peu difficile de trouver du travail. Certaines personnes, quand ils vont travailler, n'ont pas le choix. Quand ils n'ont pas de parents, c'est un petit peu aussi difficile. Il n'y a pas de grand-mère, c'est pas facile. Bon, alors les grand-mères sont hors du département, donc c'est pas toujours évident. Je ne pense pas quand même que c'est une bonne chose. Alors donc s'ils peuvent, je sais pas moi, se rassembler, s'entraider entre eux et puis voir ce qu'on peut faire vraiment pour que les crèches restent encore. C'est très difficile pour eux, mais il faut que les administrations et nos institutions soient plus sévères envers ces gérants, parce que bon, ça c'est une détresse pour les parents. Surtout de ne pas savoir déposer leurs enfants, comme les parents ils travaillent, tout ça, c'est un peu gênant quoi. Et surtout comme les crèches aussi aident beaucoup de parents. C'est important d'avoir les crèches. Et qu'elles ferment, c'est désolant. Les crèches ne devraient pas fermer. Peut-être qu'il y a des difficultés et puis ils ne parlent pas trop. Et normalement, il faut en parler de la difficulté et créer une association concernant ces difficultés-là. Et de cette structure dépend une quarantaine de salariés, des hommes et des femmes qui du jour au lendemain vont se retrouver au chômage. Que vont-ils devenir? Maître Massingo est avec nous ce soir pour en parler. Bonsoir Maître, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'avocate des salariés. On l'a bien compris, on a entendu parler de micro-crèches. Que vont devenir ces salariés? On compte une quarantaine de personnes. Actuellement, sans mystère, elles vont être licenciées pour motif économique. Et elles perdront leur emploi à compter du 28 février. Et le jugement qui sera rendu sera un jugement de liquidation. Et pour l'instant, les perspectives de rebondissement n'existent pas, parce que la période d'observation a été tellement courte. Et l'entreprise, je dis l'entreprise qui est censée être une association, mais qui fonctionne quand même comme une société, est arrivée dans un état tellement catastrophique qu'il s'agissait en fait d'un cadavre, déjà, j'allais dire, en putréfaction. Sauf que normalement, un chef d'entreprise doit le dire dans les 45 jours qu'il y a des problèmes, des difficultés économiques. En fait, la situation, on a découvert qu'elle existait depuis 2014. Donc là, en 2 mois, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Est-ce que les salariés avaient la possibilité de reprendre cette activité, vous savez, en coopérative et participative qu'on appelle SCOP? Oui, elles auraient pu s'organiser si elles avaient eu le temps de le faire et que la sonnette d'alarme ait été tirée à temps. La crèche, par exemple, du Moule, qui est dirigée par la même famille, est actuellement en redressement. Et un redressement qui certainement va permettre de sortir de l'ornière et qui va permettre une reprise par les salariés. Pourquoi cette situation a été justement indiquée beaucoup plus vite que celle de Bemao? Elle n'a pas vraiment été indiquée plus vite. Ce sont 2 crèches pour lesquelles les mêmes dirigeants avaient demandé, sollicité un redressement, un petit redressement judiciaire et avaient déclaré des créances minimisées par rapport à la situation réelle économique. Ils n'avaient pas l'intention de... Est-ce que c'est normal? Est-ce que les salariés ont la possibilité de se retourner justement contre le propriétaire? Actuellement, elles n'ont pas tellement les pouvoirs, parce qu'on va dire que leur situation, c'est l'exécution du contrat de travail, donc elles relèvent du Conseil des prud'hommes, il y aura un licenciement. Bon, il y a à s'interroger sur les raisons réelles de ces trous successifs dans toutes ces crèches dirigées par les mêmes personnes. Une enquête d'ailleurs préliminaire pour détournement de fonds a été ouverte. L'autre problème que pose cette fermeture de crèche, c'est la garde des 160 enfants inscrits. Quelles solutions s'offrent aux parents? Ont-ils par exemple la possibilité de bénéficier de priorités vis-à-vis par rapport à la municipalité, la ville de Bemao par exemple, qui aurait l'obligation d'aider les parents à replacer leurs enfants? Parmi les 160, 50 ont trouvé une solution depuis le 17 décembre. 110 restaient à Bambinos et sont actuellement à Bambinos. Ils n'ont pas de priorité par rapport à d'autres. Et en fait, le parc de places est tellement minime
je ne suis même pas sûre qu'il y ait des places libres à Bemao sur des crèches. Et toutes les autres crèches, ce sont des crèches privées. Et ça ne sera absolument pas le même tarif. Et certaines familles ne pourront pas s'offrir des crèches privées à 500, 600 euros par mois. Que deviendront ces enfants? Bonne question. Parce que surtout qu'ils sont en plein apprentissage de la collectivité, peut-être pour certains, beaucoup rentrent en maternelle en septembre. Ils n'auront pas acquis la propreté, la collectivité, voilà. Et il va falloir s'organiser. Donc je sais que dans le lot, il y a des mamans seules. Mais comment elles vont faire? Elles vont devoir, à mon avis, poser des congés comme ça. Mais c'est en cascade. Hein. Les salariés ont perdu leur travail et il y a des parents actuellement menacés. Il y a pourtant une politique de la petite enfance dans toutes les collectivités, notamment à Bemao. Je ne comprends pas. Il y a un vide juridique qui fait que quand un tel cas se produit, la municipalité ne peut pas agir? C'est une question qu'on soulève. Pour les logements sociaux, il y a une obligation de construire un certain nombre de logements sociaux sur une commune. Pour les places de crèche, il n'y a pas cette obligation. Il s'agit d'une politique générale de petite enfance. Mais en pratique, pour ce qui est de la garde, il n'y a pas d'obligation de disposer de tant de places pour tant de population active. Qu'est-ce qui est mis en place pour accompagner justement toutes ces personnes, ces 40 salariés qui vont vers juste le chômage? Si vous me demandez au niveau des collectivités, rien du tout. Maître Massingo, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur ce sujet délicat qui concerne la liquidation de la crèche de Bemao, la crèche nommée Bambinos. Merci. Depuis hier, vous le savez, la Guadeloupe est placée en vigilance jaune pour mer dangereuse à la côte. Des vents forts qui immobilisent une nouvelle fois les bateaux des pêcheurs qui sont très malmenés ces dernières semaines par la météo. Aujourd'hui, ils sont avertis par les données des météorologues. Il fut un temps où les pêcheurs étaient guidés par leur instinct avant de sortir en mer. Reportage Jacques Canneval, Patrick Curie, Moïse Dexter. Il y a désormais deux générations de pêcheurs, ceux qui croient en la technique et ceux qui se fondent sur leurs connaissances empiriques. Attends, moi, pas de vigilance jaune. C'est nous, pas de temps, la mer, nous avons voir la mer la mauvaise. Mais c'est quand il a la météo, mettez la vigilance jaune. Oui, pas de 10 ans moins. On ne peut pas faire l'aventure. Et plusieurs fois, alors, ouais, mauvais dans la tête, nous, pas de ça, nous ne pas rentrer. Oui, c'est évident, des moments, nous avons affronté des temps comme ça. Hein. Ouais, mais c'est-à-dire, nous, étant marin-pêcheur, ou quoi, ce marin-pêcheur-là, il a là, nous, sommes plus courageux que nous. Mais les techniques d'aujourd'hui, satellites, bouées de mouillage au large, radars, mesures prises par des navires croisant au large, les prévisions se sont affinées et il est bon d'en tenir compte. Lors de écouter la météo longtemps, de regarder la nature, jamais fait ça encore. C'est fini. Parce que le problème, c'est que quand la météo te dit un truc actuellement là, il précise rarement, actuellement, moi, 25 ans qu'on fait la pêche, rarement, il a dit, pas sorti. Là, il dit 3 mètres, 3 mètres. Il a annoncé jusqu'à jeudi, en tant que marin pêcheur averti, il a dit la plupart des pêcheurs de ne pas sortir. La houle peut parfaitement se prévoir, même hors période cyclonique. Alors, la plus grande prudence s'impose. Et comment s'en sortent les marins pêcheurs avec cette météo qui les malmène? On regarde tout de suite le reportage de Patrick Curie, Moïse Dexter, et avec les commentaires d'Anne-Elisabeth, justement, qui se sont rendus dans une commune de pêcheurs à Déhay. Depuis plusieurs jours, les marins pêcheurs sont contraints de rester à quai. Vigilance jaune oblige, mais les hommes de la mer ne restent pas les bras croisés. C'est l'occasion de s'occuper du matériel ou de l'administratif. Au moment vigilance jaune, ces marins pêcheurs là, ils sont occupés de ça qui est à faire à terre, c'est-à-dire si on a des casiers en préparation, ils ont fait une feuille, si il y a un filet à eux, enfin, tout ce qui concerne la pêche. Il y a fait une feuille. Parce qu'il y a un papier administratif peut-être en retard pour profiter pour faire. Peut-être on a des outils pour mettre en place pour profiter. Si c'est vous qui fait casier NAS, il faut occuper des NAS même dans le coin, ça a un petit côté pour rester plus faible. En principe, là, on s'en va un pêcheur actif, ou toujours que tout le monde pour faire au niveau des travailleurs.
Parce que même si on est vigilant jaune, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler. Une situation qui enfonce un peu plus la profession dans la précarité après les événements cycloniques. Effectivement, ça a généré l'eau peut-être pour marée pêcheur. Surtout actuellement, nous avons des difficultés de vie. Bon, si vous savez exactement, ces pêcheurs là, tu descends dans la rue là, ils te collaient déjà pour Maria, il y avait l'autre qui connaît passé là, donc toujours en fait. Donc ce qui a fait néanmoins 4 à 5 mois, nous avons un problème perpétuel. Nous avons des problèmes récurrents, des problèmes de marée pêcheur qui, au niveau de charge, luve, saf, rôle, etc. Et quand on vient de plus en plus mettre ça arrête, dès que vous ne pouvez pas payer, il va passer ses compteurs. Donc on marée pêcheur aux abois actuellement. Pendant le carême, propice à la consommation de poissons, c'est un vrai coup dur pour les clients qui vont devoir prendre leur mal en patience avant de retrouver des produits de la mer sur les étals des poissonniers. Et depuis quelques jours, le thermomètre baisse. Météo France relève des températures moyennes de 24 degrés. Un climat frais qui s'explique par la force des vents, plus soutenu que la normale, jusqu'à 58 km/h ce mois-ci. On regarde le reportage de Karen Diama. Ça se peut, mais pour moi, je suis toujours au soleil. Je travaille dans le bâtiment, donc il fait toujours chaud. Mais c'est un peu le soir, c'est quand même, il fait froid. Hein. Il fait froid le soir. Hein. Est-ce que ça change des années précédentes? Les années précédentes, c'était un peu variable. Hein. On avait un petit peu de fraîcheur mieux. Mais je crois que maintenant, oui, en effet, le jour, il fait chaud et la nuit, il fait très froid. Je vous dirais oui, parce que anciennement, le matin, il faisait un peu chaud, je ne dormais pas sans clim, et là maintenant, je dors clim éteint là en ce moment. Même l'après-midi, où toutes mes fenêtres sont fermées, il fait très froid en ce moment. Tout à fait, il fait très très froid en ce moment. Et les années précédentes, on n'a pas connu ça. Oui, en principe, depuis au début du mois de février, il fait plus frais. Et est-ce qu'avant, c'était comme ça? Ah, plus ou moins. Mais ça dépend de l'heure, du temps et période. Il fait très frais ces jours-ci. Surtout ces jours-ci, il fait frais. Vraiment, ça a baissé, changé même, je dirais. Hein, parce qu'il fait vraiment plus frais. Hein, d'habitude, des choses en plein carême qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et puis, c'est ça que ça retrouve en ce moment, c'est le froid. On dirait même la neige qui veut tomber en Guadeloupe. Et un carême venteux et pluvieux qu'expérimentent aussi les touristes qu'ont rencontré Patrick Curie et Moïse Dexter. À Paris, il faisait 0 degré, on s'attendait quand même à autre chose. Surtout qu'on a pas mal d'amis qui ont vécu ici. C'était vraiment, ne prenez pas de veste, prenez pas de gilet, il fait très beau tout le temps. Mais non, il pleut, mais je vous jure, ça dure 1 minute. Donc on s'attendait quand même à un meilleur temps. Ah, un peu, ouais, quand même, ouais. Ben, depuis ce matin, il n'arrête pas de pleuvoir. Donc on a attendu une petite éclaircie pour venir ici à terre. Un petit peu quand même. Ben oui, parce qu'on ne se baigne pas. Enfin, on se baigne moins. Ben nous, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu trop de mauvais temps non plus. Hein. On a tombé. C'est le premier jour vraiment on subit la pluie, mais non, sinon franchement. C'est vrai que ça on n'aime pas tellement avoir de l'eau sur le dos, mais quand un rayon de soleil qui passe après, ça sèche aussitôt. Donc vous, comme vous dites si bien, pas de problème. Un petit peu, on va pas dire que ça gâche pas les vacances, mais on aime tellement la Guadeloupe qu'on y revient tous les ans. Donc tant pis, on fait. Et puis en France, il fait tellement mauvais temps. Donc il vaut mieux venir chez vous, on a au moins le soleil. Simplement, on avait prévu un pique-nique, mais bon, sur les conditions climatiques, on va passer au restaurant. Voilà. Donc ça change pas quand même, il faudra bien manger quand même. Ça fait partie de la vie. Oh ben écoutez, on s'adapte, on fait des balades dans la journée, on fait beaucoup de kilomètres pour... là on allait au jardin botanique. Ah, on visite davantage. La vanilleraie, la grivelière. Oh non, on a le soleil. Bon, c'est un petit peu dommage, on pourrait faire plus de choses, mais c'est comme ça. Mais on admire les Antilles, malgré tout. Oh, un petit peu, mais nous habitons la Normandie, on a l'habitude de la pluie. Donc là, on ne va pas se plaindre, il y a la chaleur en plus. Donc rien n'y fait. Hein. On ne va pas nous décourager comme ça, nous. Hein. Et que les touristes se consolent, une vague de froid va s'abattre la semaine prochaine sur la France hexagonale avec des températures ressenties allant jusqu'à moins 20 degrés sur l'île de France. Restez avec nous sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, rencontre avec Thierry Jolet.
Pilote de ligne qui fait partie de ces jeunes qui ont bénéficié du soutien de la région pour suivre leur formation. Et puis nous irons à Port-Louis où le centre-ville retrouve peu à peu son visage d'antan. Ce jeudi, jour de consécration pour Thierry Jollet. Après avoir décroché une place au centre de formation Aérofutur, ce jeune Guadeloupéen s'est vu remettre ce matin son diplôme de pilote de ligne. Une cérémonie qui a également officialisé son recrutement à la compagnie Air Antilles Express. Un recrutement une opportunité en tout cas qui n'aurait pas été possible sans le concours direct de la région Guadeloupe au titre de l'aide individuelle à la formation. Reportage Karen Diama. Grâce à l'aide individuelle à la formation de la région Guadeloupe, Thierry Jollet, ce jeune Guadeloupéen originaire de Bemao, peut désormais réaliser son rêve d'enfance. Depuis que j'ai l'âge de 4 ans, je sais qu'un avion ça peut voler. C'est toujours ce que j'ai voulu faire. Donc j'ai bossé, il y a eu beaucoup d'embûches, beaucoup de dépenses, de sacrifices. Quand j'ai suivi les conseillers d'orientation après mon sport, c'était non, t'as pas les qualifications pour ça, tu devrais pas continuer là-dedans. Et au final, j'ai fait mon propre chef et la Guadeloupe a été là pour m'aider. Parce que cette formation qui est très coûteuse quand même, ils m'ont vraiment soulagé d'un gros pourcentage quand même du prix de la formation. Et ça m'a permis de revenir au pays du coup et rentrer chez Air Antilles. Donc ils ont tout bien fait, donc ils m'ont payé la formation pour venir travailler, pour rentrer en Guadeloupe. Une formation très technique de 18 mois lui aura été nécessaire avant d'avoir la tête dans les nuages. Le rôle d'Aérofutur, ça a été la formation professionnelle, donc, qui est partie du pilote professionnel, donc, qui lui donne le droit de travailler dans un avion de ligne, entre autres en tant que copilote pour le moment. On lui a fait sa formation vol aux instruments également, donc qui lui donne le droit de piloter dans des nuages, en conditions IMC, ce qu'on appelle. Voilà. Et on lui a fait également sa formation donc, sur un avion de ligne qui est la formation ATR 42 et 72. Voilà, qui lui a permis ensuite, on a fait le lien avec Air Antilles qui est notre partenaire et ça lui a permis de rentrer chez Air Antilles. Un enseignement qui aura été financé à hauteur de 10 000 € par la région Guadeloupe grâce au concours de l'AIF. L'aide individuelle à la formation, c'est une manière pour un demandeur d'emploi d'accéder à la formation à titre individuel. Le jeune constitue un dossier d'aide individuelle à la formation qu'il envoie donc à la région. Ce dossier donc est instruit donc par des gestionnaires qui voient le coût de formation, apprécient le niveau de ressources de la famille lorsque la famille sera sollicitée. Ce dossier ensuite est présenté au sein de la commission formation qui apprécie, je dirais, la faisabilité du projet et ensuite la commission permanente valide la décision examinée par la commission formation. En 2016, 6 jeunes ont pu bénéficier de cette aide individuelle fournie par la région. De son côté, Thierry Jollet s'envolera dès demain pour Saint-Martin. Et le ciel n'est pas au beau fixe chez Air France. En cause, le mouvement de grève de tous les personnels. Ils réclament une augmentation générale de salaire de 6% pour compenser la baisse de pouvoir d'achat subie depuis 2011. Une grève qui n'épargne pas la Guadeloupe. Un vol sur 2 à destination de nos régions a été annulé. Au terminal ouest d'Orly, les files d'attente s'allongent et les voyageurs s'impatientent. Reportage Éric Dupuis. Ici, pas de réclamation ni de coups de colère, il n'y a tout simplement pas grand monde. La plupart des 1300 passagers des vols annulés à destination de Fort-de-France, Pointe-à-Pitre ou encore Cayenne ne se sont pas déplacés à l'aéroport d'Orly comme leur avait conseillé Air France, car toutes les démarches se font sur Internet. Dans le hall 3, parmi les voyageurs en attente, il y a ceux qui n'ont pas pu embarquer ce mercredi. Hier, je suis arrivée pour prendre mon vol à 15h et on m'a dit que l'avion était un peu surbooké, enfin était surbooké en tout cas, et que du coup, qu'on me proposait de me repousser au vol d'aujourd'hui. Donc on m'a proposé de me loger, aussi de me nourrir, on va dire, et de reprendre le vol d'aujourd'hui. Si Peggy a bien été prise en charge, c'est parce que les équipes d'Air France sont préparées à la grève depuis 2 jours. Plus de 200 000 messages ont été envoyés aux clients de la compagnie aérienne. Parmi les solutions proposées, il y a l'hébergement à l'hôtel, le report du vol et même des avions supplémentaires. On essaie de maintenir un maximum de vols et on fait aussi quelques affrètements pour maintenir effectivement les vols. Et aujourd'hui, par exemple, on a un Fort-de-France qui est affrété auprès d'une autre compagnie. Mais ça nous permet effectivement de maintenir le vol et de permettre à nos clients d'atteindre l'escale, la destination prévue.
Les revendications des salariés d'Air France ont porté leurs fruits à moitié puisque la compagnie aérienne a accepté d'augmenter leur salaire entre 2,5 et 3% contre les 6% initialement demandés. Quoi qu'il en soit, le trafic aérien devrait reprendre normalement ce vendredi. Et dans l'actualité de nos communes, le centre-ville de Port-Louis retrouve peu à peu son visage d'antan. Depuis quelques années, il était impossible de circuler dans les deux sens sur le boulevard maritime, un itinéraire qui pénalisait une partie de la population, mais surtout les commerçants qui ont vu leur chiffre d'affaires diminuer de près de 50% pour certains. Reportage Yvan Lemar. Il y a quelques années, la circulation du centre-ville de Port-Louis a été modifiée, un changement contraignant pour la population et les commerçants. Et quand un touriste ou bien un habitant du bourg se trouvait sur la plage, il fallait qu'il fasse tout un détour, d'accord, ok, il fallait qu'il fasse tout un détour pour pouvoir se trouver au port. Et là, il y avait des gens, des désinfections, des gens qui laissaient tomber carrément, ou bien il y avait des gens aussi qui n'étaient pas de Port-Louis, qui se perdaient en chemin. C'est vrai que ça a eu un vrai impact, que ce soit sur la population directement et que ce soit sur le commerce. Depuis une semaine, des travaux de rénovation du bourg ont commencé avec pour objectif permettre la circulation à double sens sur le boulevard maritime. On a commencé par descendre les candélabres, tous les pylônes qui y étaient, de manière à ce qu'on puisse élargir effectivement la route, de manière à ce qu'il y ait vraiment deux sens de circulation, pour aller d'un sens comme dans l'autre. Et bien évidemment, il y aura un parking, et vous comprenez bien, il y aura tout un aménagement de la place Antilles, mais ce sont des travaux qui vont s'étaler dans le temps. Mais dans l'immédiat, on va faire en sorte que la circulation soit à double sens pour permettre effectivement qu'il y ait une activité beaucoup plus intense à travers le bourg et que les gens puissent vaquer à leurs occupations. Du côté des commerçants, ces travaux sont très attendus. Ces travaux-là vont nous avancer un peu beaucoup parce que le développement du littoral va se faire effectivement beaucoup plus évolué, plus vaste, parce qu'en fin de compte, les clients ils restent sur la plage ou carrément vont sur le port et ils n'arrivent pas à se retrouver les deux bouts. Ils attendent que ça, la population. Oui. Pourquoi? Parce que ils ont fait il y a des chemins qui ont été faits et pas dans le bon sens, c'est-à-dire qu'ils ne se retrouvent plus. Et là maintenant, ils vont voir plus clair, ce sera plus clair pour eux. Ça a été vraiment compliqué, les routes qu'ils ont changées. Et là maintenant, ce sera beaucoup plus clair. D'autres axes de la ville seront aussi modifiés. Concernant le boulevard maritime, la fin des travaux est prévue dans 4 mois. Et après son succès à la Maison des Illustrats à Goyave, le plasticien Ronald Cyril, alias Blackbird, investit les murs de l'habitation à la Ramée à Sainte-Rose, où il restera en résidence. L'occasion pour Yvan Lemar d'apprendre les rudiments des arts plastiques. On regarde son reportage. Ronald Cyril, alias Blackbird, est le deuxième résident de cette année qui s'articule autour de la thématique Passeur de mémoire. Durant un mois, l'artiste va plonger l'habitation Laramée de Sainte-Rose dans son univers qui mêle les contes, les légendes et la mythologie caribéenne avec notre quotidien. Ça fait déjà peut-être 2 semaines que je suis là. Et le but et l'intérêt surtout, c'est de pouvoir entièrement me consacrer à mon travail de recherche, dans la mesure où c'est pas facile d'avoir un atelier ici. À la maison, je l'ai fait. Dans un souci de professionnalisation, ça me permet d'avoir tout à disponibilité et quelque part de pouvoir vraiment chercher, de faire des recherches, de me concentrer et puis de développer un travail. L'objectif, c'est qu'à la fin, monter une expo où justement qui va me permettre de montrer le travail que j'ai pu effectuer pendant cette période-là. Pendant son séjour, des ateliers et des rencontres sont prévus, des échanges qui permettront au public d'expérimenter la création artistique. Pour l'artiste, c'est aussi un moyen de repousser ses limites. Je ne vais pas dire qu'en un jour de stage, je vais en faire des peintres, mais l'idée justement, c'est de pouvoir démocratiser un peu la peinture, de pouvoir faire comprendre qu'en fait on n'a pas besoin forcément d'être professionnel pour pouvoir s'exprimer. Donc comme vous avez vu, il y a des enfants et tout. Donc c'est vraiment un moment convivial, un moment de partage, un moment de rencontre où je leur permets d'avoir quelques techniques à des moments, mais aussi d'aller puiser au fond d'eux.
On peut s'inspirer aussi de ceux qui se retrouvent dans la nature, de ceux qui se retrouvent aussi autour de nous. Mais je pense qu'on est au-delà de ça, chacun des univers, et qu'on a chacun notre mot à dire. Mais il arrive que par moment, on ne sait pas comment aborder la chose. Et donc, quelque part, je suis là pour un peu encadrer et pouvoir donner quelques clés. Ronald Cyril, alias Blackbird, a pour objectif de créer une trentaine d'œuvres durant son séjour. Le public pourra assister à ses créations artistiques tous les lundis, mardis et jeudis après-midi. Le vernissage de son exposition finale est prévu le 23 mars. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Faites des réserves d'eau si vous habitez à Goyave et à Carac, aux Abîmes, dans le quartier de Carac. Les coupures sont prévues chez vous dès 18 h demain soir, avec un retour à la normale prévu le lendemain à 6 h. L'équipe de l'établissement français du sang vous donnera rendez-vous demain face à la gendarmerie de Petit-Pérou aux Abîmes de 8h30 à 13 h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce jeudi 22 février. Nous l'avons vu ce soir, les dernières heures de la crèche Bambinous Palace de Bemao. Le propriétaire a demandé la liquidation judiciaire de la structure. Le jugement sera prononcé le 28 février prochain. Et puis mauvais temps pour les pêcheurs, la météo peu clémente immobilise une nouvelle fois leurs bateaux. Nous nous sommes rendus dans une commune de pêcheurs, c'est-à-dire à Déhay, pour voir comment s'en sortent ces professionnels de la mer. Et rencontre ce soir avec Thierry Jolet. Grâce au soutien de la collectivité régionale, ce jeune Guadeloupéen avec le polo bleu voit sa carrière de pilote décoller. Un accompagnement soutenu dans le domaine de la formation de pilote et plus généralement au métier de l'aéronautique ouvert aux jeunes Guadeloupéens. Et puis du talent, il n'en manque pas au point de partager son génie. Le plasticien Ronald Cyril, plus connu sous le nom de Blackbird, est en exposition à l'habitation Laramée à Sainte-Rose. Il y restera également en résidence. Il a offert aujourd'hui au public un cours particulier d'art plastique. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h47.